Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 19 janvier. Des aides financières de développement économique Canada pour les régions. Une entente pour lier deux systèmes d'eau potable entre Nicolet et Passepébiac. Le nouveau centre plein air de Saint-Siméon. Un show qui fait du bien. Le télé-radioton de la ressource sera bientôt sur nos ondes. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec la conférence de presse du gouvernement du Canada afin d'annoncer une aide financière à 11 porteurs de projets dans la région. Une conférence de presse a été tenue au Bioparc afin d'annoncer que le gouvernement du Canada appuie 11 organisations de la Gaspésie pour faire croître et diversifier l'économie régionale. Le DEC, qui est le Développement économique du Canada pour les régions, accorde 10,1 millions de dollars à des projets qui contribueront au démarrage et à la croissance d'entreprises, ainsi qu'à l'amélioration des attraits touristiques de la région gaspésienne. Voici un extrait exposant les heureux bénéficiaires des aides financières accordées. J'ai donc l'honneur d'annoncer aujourd'hui que DEC accorde une contribution totalisant plus de 10 millions de dollars à 11 organisations de la région. Plus spécifiquement, le Bioparc de la Gaspésie reçoit une contribution non remboursable de 2 764 000 pour la mise en œuvre de la première phase du plan de bonification de son offre touristique 2022-2026. Marinov se voit attribuer une contribution non remboursable de 2 millions de dollars pour renforcer ses capacités d'innovation et de transfert technologique en implantant un hub d'innovation à Grande-Rivière. Groupe AEM Canada, une entreprise en démarrage dans la fabrication d'alumine, reçoit pour sa part une contribution remboursable de 2 millions de dollars pour augmenter sa capacité de production. Cuisimer se voit attribuer une contribution remboursable de 1 900 000 dollars pour augmenter sa capacité de production et sa productivité dans la transformation des produits de la mer. Les bateliers de Percé reçoivent une contribution remboursable de 333 750 dollars pour moderniser et agrandir leurs bateaux afin d'augmenter sa capacité d'embarcation. Accès Microcrédit Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, pour sa part, se voit attribuer une contribution non remboursable de 252 152 dollars pour favoriser le développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Le parc régional Petite Cascapédia reçoit une contribution non remboursable de 250 000 dollars pour créer une zone adaptée pour les débutants en ski alpin ou en planche à neige. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie reçoit une contribution non remboursable de 201 168 dollars pour compléter le développement technologique du logiciel du journal de bord électronique Jobel et assurer sa commercialisation dans les provinces de l'Atlantique. Village en chanson de Petite-Vallée reçoit une contribution non remboursable de 180 000 dollars pour la commercialisation des éditions 2024, 2025, 2026 du Festival en chanson de Petite-Vallée. Gestion Michel Dugas, aussi connu sous Concept K, reçoit une contribution remboursable de 125 000 dollars pour améliorer sa productivité et augmenter sa capacité de production. Enfin, la Corporation de développement de Lamartre se voit pour sa part attribuer une contribution non remboursable de 144 500 dollars pour bonifier son offre touristique. Par ailleurs, permettez-moi de souligner puis de féliciter Amiel Zakaël, un jeune entrepreneur de 15 ans de Grande-Rivière, de Rivière-à-Claude, qui a produit, conçu et vendu 100 exemplaires du fort de Lamartre en briques Lego et dont les profits ont été remis pour le projet de Corporation de développement de Lamartre. Je peux vous dire que c'est un exemple qui est plus que inspirant de créativité
et de détermination chez un jeune de chez nous. Puis on voit que lui aussi, il a sa Gaspésie tatouée sur son cœur. Puis je peux vous dire que la synergie, c'est ce que ça nous montre ça peut permettre de réaliser. Car une autre entreprise dont l'appui est annoncé aujourd'hui, Concept K, a soutenu le projet d'Amiel en offrant gracieusement des autocollants pour identifier le produit sur les boîtes. L'honorable Diane Leboutillier a cité qu'elle est convaincue que les 11 porteurs de projets contribueront de façon importante au développement et à la croissance de notre belle région. Après plusieurs années de travail, une entente a été conclue entre New Carlisle et Passepébiac afin de lier leurs systèmes d'eau potable ensemble. Écoutons David Thibault, le maire de New Carlisle, nous présenter les détails du dossier. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi les développements qui s'est passé dans le dossier de l'eau potable à New Carlisle? Oui, en fait, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années dans la municipalité de New Carlisle. Donc, à travers les années, on a fait des études de faisabilité, des études au niveau de la capacité de pompage des puits, stockage d'un réservoir, les paliers de pression, plan de rinçage, etc. Donc, suite à ces études-là, la solution qui a été retenue et la plus efficace pour les deux municipalités, donc la ville de Passepébiac et la municipalité de New Carlisle, c'était la mise en commun des infrastructures de distribution et de production d'eau potable. Donc, on a travaillé depuis la dernière année sur un protocole d'entente entre les deux entités qui vient décrire les rôles et responsabilités de chacun des parties dans le dossier et aussi au niveau de la répartition des coûts de facturation, puis comment que ça fonctionne à long terme aussi, bâtir un comité de travail, un comité de suivi sur le dossier au niveau des mises à jour qu'on peut avoir à travers les années. Donc, ça a pris 1 an. Ce protocole-là, on l'a travaillé et retravaillé et finalement, juste avant le temps des fêtes, ça a été entériné de la part de la ville de Passepébiac et de la part de la municipalité de New Carlisle. Donc, on a une entente de signer entre les deux parties en ce moment. Donc ça a vraiment été la pièce maîtresse pour commencer vraiment un processus concret d'en arriver à un réservoir d'emmagasinement d'eau potable au centre de la municipalité de New Carlisle qui va agir comme une pieuvre pour venir redistribuer l'eau potable à travers la municipalité puis à des bons paliers de pression. Donc ça vient régler une couple de problématiques qu'on avait. Donc en fait, on vient changer notre source d'eau. Donc, au lieu de prendre l'eau à travers les puits qui sont situés à l'arrière de la municipalité, c'est qu'on vient prendre l'eau de Passepébiac qui va traverser, dans le fond, à travers la 132 dans des infrastructures déjà existantes. Donc, on est déjà un réseau qui est maillé. Entre autres, les eaux usées sont déjà maillées. On a déjà des protocoles d'entente qui sont établis depuis plus de 25 ans. Donc là, on vient rajouter l'eau potable là-dessus. Donc, l'eau va être emmagasinée dans le réservoir pendant la nuit et redistribuée pendant la journée. Donc, nous autres, notre consommation, normalement, devrait rouler entre 6 et 700 mètres cubes. Le réservoir est toujours prévu pour le double, donc à peu près un 12 ou 1300 mètres cubes à cause des incendies et peu importe, et des débris d'aqueduc et d'égouts. Donc là, dans le fond, le réservoir, lui, ce qu'il va venir faire, c'est y emmagasiner l'eau, puis après ça, il redistribue à des bons paliers de pression partout à travers la ville. Puis en même temps, ça va nous permettre de venir faire une mise à jour technologique du côté du réseau de Passepébiac et de New Carlisle. Donc, pour que le réservoir de New Carlisle parle avec les réseaux de distribution et production d'eau potable de Passepébiac, il faut qu'il y ait une mise à jour technologique du côté de Passepébiac qui se fait. Ce qui est un avantage pour la ville, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'en étant maillés ensemble, c'est que les subventions passent de 60-65% à 90 voire 95%. Donc, c'est des travaux qui auraient dû avoir lieu de toute manière dans le temps, parce qu'il n'y a rien qui dure 30-40 ans. C'est plus comme les vieilles laveuses et sécheuses qu'on avait dans le temps. Donc, dans le fond, du port, tu sais, de l'apport financier de la ville de Passepébiac va diminuer de beaucoup à cause que les subventions vont être augmentées. Puis, dans le fond, ça va venir tout régler pas mal les problèmes de tout le monde en même temps. Okay. Fait que là, le projet, il serait subventionné à 90 %. Oui. Combien ça vous reviendrait à la fin pour chaque municipalité? Dans le fond, vite, c'est sûr que là, on a juste des estimés budgétaires. Donc, comme c'est là le projet du réservoir, il est estimé en 10 et 12 millions.
Mais là, on n'est pas en plein devis encore, donc on n'est pas capable d'aller en appel d'offres puis d'aller chercher vraiment le prix du marché aujourd'hui. Mais normalement, c'est entre 10 et 12 millions pour le projet. Donc, si on est subventionné à 90% ou 95%, ben, il y a un résiduel, admettons, de entre 500 000 puis 1 million qui va rester à subventionner. Tu mets ça sur 30 ans, c'est 25-30 000 sur un budget annuel pour la municipalité de New Carlisle. Donc là, nous autres, avec ce projet-là, on vient régler le problème de qualité d'eau. Donc, on est très fort en manganèse puis en fer. Donc, on a un eau qui est très lourd en minéraux, que la ville de Passaic, eux autres, ils n'ont pas cette problématique-là. Donc, on vient régler notre problème de qualité d'eau. On vient régler notre problème de palier de pression d'eau. Donc, il y a des endroits dans la municipalité qu'on n'a pas assez de pression et il y en a qu'on a trop de pression. Donc là, tout ce qui est au sud de la 132, on a un petit peu trop de pression pour le réseau. Puis ce qui est en palier supérieur, on n'a pas assez. Donc, en ayant la station de pompage directement dans le réservoir qui agit comme une pieuvre, bien, on vient régler toutes ces problématiques-là. Puis, il y avait des vannes, des réductions de pression qui sont prévues sur le réseau sur le long de la 132 pour réduire la pression en palier inférieur. Donc, pour nous autres, ça vient faire en sorte que notre réseau d'eau potable va être flambant neuf pour les années à venir, puis régler un tas de problèmes qu'on a. Ça va être quand le début des travaux? Donc là, c'est ça. Ça, c'est la grosse question. Ouais. Donc, la première étape, c'était l'étude. La deuxième étape, c'était le protocole d'entente. La troisième étape, ça va être le dépôt dans le programme du Primo, du MAMACH. Si on se fait octroyer le OK dans le programme du Primo, après ça, ils vont nous dire c'est correct pour engager des frais pour les plans de vie en ingénierie. Une fois que ça c'est fait, on peut aller en appel d'offres. Une fois qu'on tombe en appel d'offres, on a le prix final. On renvoie ça au Primo pour approbation finale. S'ils nous disent le OK avec le montant qui est là, ben, on est en mesure de commencer les travaux. Idéalement, nous autres, ce qu'on vise à la municipalité de New Carlisle, c'est un projet de construction pour la fin de l'été, début de l'automne, parce que la nouvelle école est supposée d'ouvrir au mois de janvier 2026. Donc, le réservoir va venir pousser assez de pression pour le réseau de gicleurs de l'école, comme c'est là. Donc, c'est ce qu'on souhaite comme échéancier. Donc, nous autres, il faut mettre le rush sur la paperasse puis pousser aux bons endroits, frapper aux bonnes portes pour s'assurer que notre dossier tombe sur le top de la pile à Québec. Télévague a rencontré Denis Gauthier, le maire de Saint-Siméon, qui nous présente avec fierté le tout nouveau centre plein air de la municipalité. La municipalité de Saint-Siméon s'est dotée d'un tout nouveau centre plein air pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Ce bâtiment moderne et fonctionnel est équipé de la fibre optique ainsi que d'un plancher chauffant, offrant ainsi un confort optimal à ses visiteurs. À Saint-Siméon, on avait un centre plein air qui s'appelait le Chalet des Sports à l'époque, qui était en fin de vie, qui datait de bien des années. C'est un bâtiment qui était très âgé. Au niveau du code du bâtiment du Québec, là, ça répondait plus ou moins aux normes, c'était pas sécuritaire. Alors, en 2018, on a commencé à travailler sur des esquisses préliminaires. On a commencé à travailler sur des plans pour se doter d'un nouveau centre plein air. Au début, on pensait essayer de rénover l'ancien, sauf qu'on a fait faire une étude de vétusté, puis ça s'est révélé que le bâtiment répondait plus aux normes, puis qu'il était désuet. Fait qu'on a opté pour un bâtiment neuf. On a déposé dans ce qu'ils appellent le PAFIR, un programme du ministère de l'Éducation supérieure pour essayer à l'époque, en 2019, puis on a été refusé. Fait qu'au final, on a réussi à trouver du financement à même notre programme TEC, puis on est allé de l'avant pour la construction d'un nouveau centre plein air. Ça a pris 6 ans, du début à la fin, avant de voir notre projet prendre forme. Ouais. Coûtait combien le bâtiment? Le bâtiment, au final, on a encore quelques petites choses, mais devrait avoisiner 1 650 000 $. Par contre, au niveau financement, ce que la municipalité aura à financer, là, au final, c'est environ 450 000, 455 000 pour les 25 prochaines années. L'hiver, c'est certain, bien, on offre le ski de fond, on offre la raquette, on a de la glissade, on a une grosse côte, là. On est sur le sommet d'un monticule, fait qu'on a une glissade pour les enfants. Quand on parle de raquettes de ski, on fait du prêt de ski de fond gratuitement, bottines et ski de fond pour adultes. On fait du prêt de raquettes aussi pour les enfants et adultes. On a aussi des luges pour glisser dans différents équipements. Puis en plus, c'est ouvert à la population en général. Ils peuvent venir jouer aux cartes, ils peuvent venir jouer à des jeux de société, ils peuvent venir tout simplement socialiser. On a un opérateur à l'intérieur, on a une cuisine commerciale. Pourquoi vous avez décidé de prendre la concession alimentaire ici? La raison, c'était un peu pour redonner aux citoyens de Saint-Siméon.
pour qu'on ait une belle place. Ma conjointe est propriétaire du Costco du Ruisseau, puis ça fait qu'on est habitué là-dedans. Fait que c'est un peu pour ça. Le sentier motoneige, il passe-tu près du centre plein air? Oui, absolument. Il passe très près, fait que les gens vont pouvoir arrêter lorsqu'il va y avoir de la neige. Allez-vous avoir des soirées spéciales ou... Oui, on a déjà commencé même. On fait des brunchs le matin. Là, tu parles de soirée. On va avoir la prochaine, c'est Pokéball, qui va être vendredi le 10. Et le 17, on sait déjà que c'est mets chinois. Puis on y va avec, au fur et à mesure, on décide de ce qu'on fait. Là. Les heures d'ouverture, c'est fermé les lundis et mardis. Sinon, c'est ouvert les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 10h le matin jusqu'à 18h le soir. Puis les vendredis et samedis, si jamais il y a du monde, ben c'est 18h et plus. Là. Ça reste ouvert tant aussi longtemps qu'il y a des gens. Après la saison d'hiver, est-ce que le chalet va rester ouvert au grand public? Il va être ouvert pour les locations. Présentement, on a notre saison hivernale qui débute du 15 décembre au 15 de mars. Après ça, ben là, il va être disponible. Il n'y aura plus l'opérateur à l'intérieur, mais il va être disponible pour des locations diverses. Baptême, mariage, colloques, réunions. Il va être ouvert à la population qui voudront le louer pour en faire des activités. Mais sa principale utilité présentement, longtemps qu'on se parle, c'est pour les opérations hivernales là, ouvertes au public. Pensez-vous que le centre plein air va devenir un lieu de rassemblement pour les citoyens? Certainement, ça l'est déjà. Ça l'était avant, dans l'ancien centre, même s'il était plus ou moins adéquat puis commençait à être désuet. Mais là, c'est sûr que c'est tout nouveau, tout beau. Là. Mais le fait d'avoir un opérateur à l'intérieur, c'est vraiment toute la différence. Puis c'est très, très attractif. On a des citoyens de chez nous, mais des citoyens de Bonaventure, Caplan, Saint-Alphonse. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est un beau lieu de rassemblement, puis j'espère que ça va continuer. Le prochain objectif, c'est le site de l'île. On a un chalet au site de l'île, où il y a un camp de jour, il y a différentes activités. On a le tournoi de pêche, on a plein de choses qui se passent au site de l'île. On a un bâtiment qui est là aussi qui commence à être désuet. C'est là-dessus qu'on est en train de tabler. Ça va être notre prochain travail pour cette année et les années à venir. Là, on l'a mis à notre plan triennal d'investissement, puis on a essayé de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des activités offertes au site de l'île. Bien, merci beaucoup et bravo pour votre beau centre plein air. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonne journée. Un spectacle bénéfice qui fait du bien se déroulera sous peu à Pin-Rouge. La nouvelle directrice générale de l'organisme Accroche-Cœur, Liane Roy-Castonguay, nous en parle. Vous êtes la nouvelle directrice de l'organisme Accroche-Cœur. C'est quoi votre rôle au juste? Oui, moi, je suis la nouvelle direction générale. Donc, je suis là vraiment là, pour superviser les équipes sur tout le territoire. Donc, parce que nous, on couvre autant la MRC Rocher-Percé, la MRC Bonaventure que la MRC d'Avignon. Donc, mon rôle, c'est vraiment là, de faire la promotion de l'organisation et justement là, de faire la gestion des équipes. Au niveau du financement aussi, là, essayer de coordonner le tout, des équipes de bénévoles également. Donc, j'ai vraiment un rôle un peu là, de chef d'orchestre pour justement bien faire avancer l'organisation. L'organisme Accroche-Cœur, c'est un centre de pédiatrie sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pédiatrie sociale? Oui, puis c'est une bonne question. Les gens souvent se posent la question au niveau de la pédiatrie sociale. Pour ceux et celles qui ont entendu parler du docteur Julien, bien, ça vient de ce pédiatre-là. Donc, la pédiatrie sociale, c'est vraiment ancré par une approche qui est multidisciplinaire. Dans le sens que comment ça fonctionne, c'est qu'on a une équipe autour de l'enfant. Okay? Donc, les enfants qui sont en situation de vulnérabilité, on va avoir un médecin ou un pédiatre, on va avoir une travailleuse sociale, une psychoéducatrice et d'autres professionnels, ça pourrait être au niveau juridique, selon les besoins de l'enfant, qui vont se positionner autour de l'enfant pour l'aider selon ses besoins. Donc, il y a vraiment une analyse qui est faite, ça vient de la communauté. Okay? Puis c'est ça qui est important. La pédiatrie sociale, c'est un peu ça. C'est pas juste de dire, ben on a un enfant, puis ben les parents, organisez-vous, ou la famille qui est très restreinte. C'est vraiment une question, oui, de communauté. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de pédiatrie sociale, puis on va vraiment se centrer sur les droits bafoués de l'enfant, ses besoins et surtout ses forces. Parce que c'est important de savoir, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui sont en situation de vulnérabilité qui n'ont pas de force. Donc, nous, on a vraiment une approche là, qui permet justement de mettre en valeur ces forces-là, puis de les développer pour que l'enfant puisse justement avoir un développement optimal là, pour le futur.
Pour vous financer, au mois de décembre, vous avez fait une guignolée. Ça s'est-tu bien déroulé? Oui, très bien. Donc, encore une fois, c'était sur les 3 MRC, Bonaventure, Avignon et Rocher-Percé. On a eu une belle équipe de bénévoles là, qui étaient un petit peu partout. Peut-être les gens, vous les avez vus, IGA ou dans des commerces là, près de chez vous. Donc, on a récolté pour le centre de pédiatrie. On était à tout près de 16 000 parce qu'il y avait également les dons en ligne qui étaient possibles là, jusqu'au 15 janvier. Donc, j'ai pas le montant final, mais on était là dépassé le 16 000 Donc, j'en profite pour remercier les gens là, très généreux encore une fois cette année pour la guignolée. Puis, prochainement, vous organisez un spectacle bénéfice? Oui, exactement. Donc, le show qui fait du bien, c'est la 2e édition avec Jonas encore cette année qui collabore avec nous. Donc, on remercie là justement Jonas pour sa participation et on a en première partie le Milou et Johnny Arsenault et en deuxième partie ou comme voyons, artiste principal, on a Jonas et The Jaguar Moon. Donc, pour les gens là, qui aiment le rock et justement Jonas qui est un idole ou un icône, pardon, du rock québécois. Donc, les gens vont pouvoir profiter là, de cet événement-là pour venir célébrer avec nous et évidemment, tous les profits qui seront faits vont aller pour Accroche-Cœur, donc pour les enfants de la région. La date, donc le 25 janvier à 19h30, c'est à la station touristique de Pin-Rouge à New Richmond. Donc, j'en profite pour remercier d'ailleurs la station touristique qui nous offre des gratuités et la salle. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de profit pour l'organisme. Les billets sont disponibles évidemment à la porte. Pour les gens là, qui savent pas trop ou qui hésitent, donc le 25 janvier à 19h30 à la station touristique Pin-Rouge, vous pourrez acheter vos billets à la porte. Sinon, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, donc pédiatrieaccrochecoeur.com. Allez également sur notre page Facebook, donc Accroche-Cœur, Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud. Puis vous allez voir toute l'information, le code QR là, pour acheter les billets. Avez-vous une grosse équipe de bénévoles pour le spectacle? Oui, vraiment. Là, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Je vous dirais notamment du Centre de services scolaires René Lévesque. Donc, les gens nous aident à créer ce spectacle-là, à l'organiser, puis à trouver des donateurs. Donc, j'en profite pour les remercier de leur participation. Encore une fois, c'est avec l'aide des gens qu'on peut faire des grandes choses. Donc, j'invite vraiment les gens le 25 janvier à 19h30 à la station touristique Pin-Rouge à New Richmond. Donc, venez fêter ou célébrer pour venir voir là, Jonas et ses invités. Donc, voilà. Madame Thérèse Sirois, la directrice de la ressource qui vient en aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-les-Îles, nous informe sur leur téléradioton qui sera bientôt diffusé sur nos ondes. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour. L'organisme La Ressource couvre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Mais à qui la ressource vient en aide exactement? En fait, la ressource, son nom le dit, on vient en aide aux personnes handicapées. Vraiment toute forme de handicap, de la naissance jusqu'au, souvent je dis de la naissance au tombeau. Ça fait un peu bizarre à dire, mais c'est quand même ça. Vraiment, pour que ce soit des adultes, des enfants, on est là pour aider ces gens-là. OK. Et est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur le spectacle que vous allez offrir à Rimouski prochainement? Puis ensuite, il va être diffusé par la suite sur le téléradioton. C'est en plein ça. En fait, on le fait en deux phases. Samedi 18 en fin de semaine, ce sera le spectacle de la ressource, le show de la ressource, comme on l'appelle, à la salle des Jardins TELUS. TELUS, on a une équipe de l'agence ambassade qui viendra, qui font la captation du spectacle tout au long de la soirée. Par la suite, quand ce spectacle-là sera capté et tout ça, qu'on aura les images en banque, cette même équipe-là fera un montage pour prendre les meilleurs moments du spectacle qui va devenir le dimanche suivant, le 26, le téléradioton, qui là, lui, sera diffusé partout sur notre territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles. Pourriez-vous en dire plus? Ça va être qui les artistes? Oui, certainement. On pense à cette année, on a Linda Lemay qui sera des nôtres. Linda qui va faire bientôt sa 66e
édition là, à l'Olympia de Paris. Fait que c'est quand même pas rien. On est vraiment très chanceux de l'avoir avec nous. On a la gagnante de la voix, Maude Cyr Deschênes, qui sera des nôtres aussi. On a Marie-Pierre Arthur, qui est originaire de la Gaspésie, qui sera des nôtres. On a le groupe Dans le Shed, également originaire de la Gaspésie. On a beaucoup de Gaspésiens cette année. On a une équipe, on a une formule gaspésienne pas mal. On a Jean-Michel Côté aussi, qui est le frère de Dave Côté, l'humoriste, qui sera des nôtres également. Jean-Michel a eu un accident de motoneige il y a quand même quelques années, puis qui depuis est demeuré paraplégique. Donc, il va venir là, nous partager ça, mais nous faire un numéro d'humour aussi. Après ça, il y a le chœur gospel de Rimouski qui joint à cette belle gang talentueuse-là. Tout ça accompagné sous la direction musicale de Marianne Arsenault avec ce qu'on appelle, nous, notre band maison. On l'a surnommé notre Biz Biz Band en honneur de notre belle abeille qui est notre logo. Il y a également un slammer de Rimouski, David Richard, qui viendra aussi là, partager des beaux moments. Puis il y aura tout plein de belles surprises tout au long de la soirée, des petits moments qui vont être particuliers, puis que les gens vont pouvoir revoir sur le téléradioton là, par la suite. Pendant le téléradioton, là, vous allez diffuser autre chose que le spectacle, les choses en lien au spectacle? Allez y avoir des petits témoignages? Oui, c'est ça tout au long, là, durant ce montage-là va être entrecoupé en fait de capsules de nos membres qui vont venir parler de leur quotidien, de ce qu'ils vivent. Il va y avoir des artistes même qui sont invités, qui ont été de passage à un moment donné à la salle de spectacle, puis qui vont venir s'adresser là, aux gens également là, durant le téléradioton. Donc, ça va être tout un bel amalgame là, de différents moments, différents artistes, des gens qui vont venir le témoigner à travers tout ça. Donc, je pense que ça va être un bel exemple. D'autres organismes aussi là, avec qui la ressource parfois collabore, ou on est sur les mêmes tables de concertation et tout ça, qui vont venir faire des petits coucous aussi là, tout au long du téléradioton. Il va être diffusé où? Il va être diffusé sur toutes les télés communautaires de notre grand territoire. On parle de 9-10 télévisions communautaires. Il va être également aussi en ligne sur le web via notre site Internet à laressource.tv. Donc, les gens pourront aussi en faire la captation, là, pas la captation, mais aller regarder là, le téléradioton là, directement sur le site Internet aussi, ce sera possible. OK. Est-ce qu'il va y avoir d'autres façons de contribuer à part que par téléphone? Oui, les gens peuvent se rendre directement sur notre site Internet aussi. Il y a un bouton là, pour faire un don. C'est sécurisé. Les gens peuvent avoir confiance. Donc, ils peuvent faire là, directement en ligne leurs dons également. Fait que je pense qu'il y a comme plein de façons, ou même en nous contactant directement, là, si les gens veulent faire un don, qu'on leur envoie un formulaire de dons et tout ça, c'est possible aussi là, sans problème. Je vous remercie beaucoup, Madame Sirois, puis on vous souhaite un bon téléradioton et que la population soit bien généreuse. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis je remercie la population d'être là avec nous depuis 28 ans, là, sans nos donateurs, sans les médias qui nous appuient, sans les gens qui sont avec nous. C'est certain qu'après toutes ces années-là, là, ce serait beaucoup plus difficile pour nous de pouvoir continuer là, à faire le travail qu'on fait. Voici un petit mot pour vous informer que l'émission Célébrons ensemble sera de retour sur nos ondes. Elle sera diffusée tous les mardis et mercredis à 14h ainsi que le samedi à 11h. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 19 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine à tous!